Comment vous allez? Ah, je me porte à la Togolaise. Ça fait un bon moment, on voit vos écrits sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Mais bon, oralement, on ne vous sent plus comme on vous le faisait avant. Non, nous sommes toujours là, nous écrivons toujours. Nous savons tous que depuis 2018, nous assistons à une forme de restriction de l'espace civique qui est là. Toute tentative, toute initiative de rencontre, même dans le domaine privé, même sur l'espace public, est toujours confronté à des refus. On peut du coup, s'il y a le phénomène de la vie chère qui est là, aujourd'hui, on se rend compte que il y a de cela 2 ans, bien 3 ans, ce qu'on a acheté avec 1000 francs, aujourd'hui c'est avec 2000, 3000. Donc je pense que ces choses font que beaucoup sont préoccupés par leur pain quotidien. Et aussi l'opinion publique est dans une confusion totale. Ça fait que bon, nous on est là, à chaque fois on écrit. Parce que nous, notre objectif c'est de nourrir l'opinion publique pour que tout le monde puisse arriver à écrire eux-mêmes les faits sociaux, à analyser par eux-mêmes les faits sociaux. C'est du moment où on va avoir la conscience politique et c'est en ce moment que les citoyens peuvent eux-mêmes se lever pour leurs droits sociopolitiques et économiques. Donc, nous, on fait ce travail-là, ce travail de conscientisation, d'analyse de libres penseurs de la société, nous le faisons chaque fois. Et je pense qu'actuellement, nous le faisons encore plus mieux. Avant, nous nous limitons simplement à des écrits sur WhatsApp. Maintenant, on essaie de faire peu à peu des vidéos sur certaines chaînes, on passe à certaines émissions. Il faut remarquer que bon, les grands médias qui sont là, qui ont l'opportunité de s'exprimer, n'avons pas ces chances-là d'aller vers, parce que nous n'avons pas les moyens. Ils ne nous appellent pas, mais bon, nous continuons notre travail. Le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est une idéologie politique, c'est l'émancipation de l'être. C'est la possibilité de construire sa société selon sa propre vision. Comment est-ce que moi je suis dans un environnement dictatorial, je vais laisser ce qui se passe au Togo pour dire que je parle du panafricanisme. Ce qu'on est en train de faire au Togo, c'est du panafricanisme. Dans tous les pays aujourd'hui, qu'il y a l'effervescence du panafricanisme, c'est ces pays où on a chassé les dictateurs et les leaders panafricains ou bien certaines visions panafricanistes sont là. Aujourd'hui, on entend l'émergence du panafricanisme. Donc, avec les Nyansimbe qui jouent et qui habillent la peau du panafricain, moi personnellement, pourquoi je me méfie du romantisme panafricanisme? Parce que le système arrive à détourner les gens à travers ce discours panafricaniste. On dit que le problème du Togo, non, ce n'est pas les Nyansimbe, c'est les Blancs. Il faut s'attaquer aux Blancs, il faut s'attaquer à la France. Au Togo, la France, c'est qui? La France, c'est le clan Nyansimbe, c'est eux qui sont au pouvoir pendant des années. Donc pour moi, c'est un rhétorique panafricaniste. Je le conçois comme une manière pour le système de nous détourner d'eux. Et pour moi, aussi, les gens ne veulent pas se former. C'est-à-dire, pour parler du panafricanisme, nous devons aller à l'école des premiers leaders panafricains, les Marcus Garvey, les Cheikh Anta Diop, pour comprendre la vision du panafricanisme. Un panafricain ne peut pas être là et observer ce qui se passe au Togo et dire que bon, lui, le panafricain, il va chercher la France. La France, c'est quoi? C'est la culture du système qu'on a en place. Et c'est les médias qu'on a. C'est l'école qu'on a. C'est le système de santé qu'on a. Nous travaillons sur ça. C'est-à-dire qu'il faut conquérir le royaume politique. D'abord, c'est par le royaume politique, après qu'on peut faire émerger le vrai panafricanisme. Donc le rhétorique romantique, se décharger sa frustration sur le blanc, bien la France. On est d'accord sur une question. La politique française. La politique française est criminelle, est assassine. Là, je suis contre. Mais le peuple français, je n'ai rien contre le peuple français. Mais je me bats contre
cette politique française. Et cette politique française est incarnée au Togo par le régime en place. Et quand on parle du panafricanisme, il y a, ce que je arrive à ajouter la confusion dans l'esprit des panafricains, c'est quoi? Vous voyez le Mali, aujourd'hui, Kémy Séba Lakafi aujourd'hui, que le Mali est comme l'Algérie, qui est aujourd'hui le royaume, la capitale du panafricanisme. Mais qu'est-ce qu'on constate avec les dirigeants panafricanistes maliens? Ils sont en relation avec les dirigeants du Togo. Donc, je m'interroge, est-ce qu'un vrai panafricain peut venir à mener une relation avec un représentant de la France, avec un régime où la plupart des coups bas, la plupart des coups d'État, la plupart des plans obscurs de la France ont été premièrement appliqués au Togo avant d'être exportés ailleurs. Donc le Togo, c'est comme un champ d'expérimentation de la France. Donc moi je pense que tout panafricaniste, panafricain réel, qui se dit panafricain, doit prendre à corps, au bras le corps, le problème togolais et se battre pour que le Togo puisse être libéré du clan Yassi-Bébé. Ce n'est pas ce que nous observons. Le système arrive à corrompre bien, à s'habiller du rhétorique panafricain. La fois dernière, on se rappelle de l'intervention de Robert Doucet à l'ONU. Beaucoup ont apprécié que c'est un discours de rupture. Je me suis interrogé. Le gars qui refuse, les gars qui refusent des réformes ici, s'envoient à l'ONU pour s'habiller du panafricain, dire qu'ils demandent les réformes de l'ONU. C'est ridicule. Vous avez des régimes, vous êtes ici pendant 60 ans. Simplement en 2017, les gens sont élevés pour la Constitution originale de 1992. Vous avez tué les gens, vous avez arrêté les gens, vous avez torturé des gens. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 646 personnes qui ont été arrêtées. Selon le rapport selon la page. Donc, ces personnes-là ne parlent de réforme à l'ONU et certains panafricanistes ont eu le courage de caser ce discours de panafricain et de rupture. C'est ridicule, quoi. Donc, il va falloir que le panafricanisme, qu'on aille lire, qu'on aille apprendre ce qu'est le panafricanisme, le réel panafricanisme, pour construire notre société. Le panafricanisme, c'est une idéologie politique de construction de sa société, d'affirmation de soi. Et tout d'abord, je veux corriger certains discours où des gens gaillardement se lèvent et disent au Togo, il n'y a plus d'opposition. Non, c'est erreur de langage. Quand on est dans une dictature, l'opposition, c'est tous ceux qui sont contre la manière dont on gère le pays. Quand tu n'es pas d'accord de la manière dont la politique de l'éducation est, la politique sanitaire est, la politique culturelle est, la politique économique est, vous êtes de l'opposition. Il y a l'opposition politique. Maintenant, la question que tu poses, c'est les activités politiques. Oui. Et la fois dernière, nous tous, nous sommes témoins de la sortie du rapport du tournoi La Page, où on a vu... Nous en reviendrons sur ce sujet. Oui, on a vu volonté manifeste. J'aimerais expliquer ce qui explique l'absence d'activité physique des partis politiques et de la société civile. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a vu la restriction de l'espace libre, où on a fait voter des lois qui, à la moindre occasion, on t'arrête, on ferme les journaux, on arrête les gens, etc. Ce qui fait que ça a paralysé les activités politiques. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a une forme de confusion dans des concepts. Quand la C14 est née, avec l'événement de 19 août, après, des gens ont fait sortir un discours. Le problème togolais, c'est la société civile. Il doit rester devant. Après, bon, il faut être patriote. C'est-à-dire qu'il y a trop de confusion. Il y a le désespoir qui est là. Les arrestations comme le désespoir. La résistance, l'effort de pouvoir faire partie du système a créé la résistance, a créé le désespoir. Ce qui fait que les partis politiques
aujourd'hui, il y a une propagande. C'est-à-dire que de 2018 à aujourd'hui, il y a une volonté manifeste d'anéantir les partis politiques à travers des discours de dénigrement, de diabolisation. Or, la société civile, pourquoi la société civile n'est pas aussi forte qu'avant? Avant 2019, la société civile militante n'existe pas. J'appelle quelque chose la société civile plaidoyer. La société civile militante sur le terrain, mobilisation n'existe pas. Mais en fait, la plupart des militants qui s'engagent sont des militants des partis politiques. Et ceux qui critiquent les partis politiques, malheureusement, le constat depuis 2018 que je suis dans la société civile, la plupart de ces gens ne s'engagent pas véritablement dans la société civile pour faire mieux que ce qu'ils reprochent aux partis politiques. Je peux dire que la question au niveau de la société civile, c'est une question de manque de ressources humaines, de qualité et aussi des moyens financiers. Pour les partis politiques, on se rappelle, quand on a dit ça avec certaines personnes, les partis politiques, avant les partis politiques étaient à l'Assemblée nationale. Donc ils ont un peu d'argent pour pouvoir mener des activités. Maintenant, à partir de 2018, où on a fait l'élection, les partis politiques ne sont plus à l'Assemblée nationale. Donc il y a un problème de manque de ressources financières. Aussi, la campagne de dénigrement des partis politiques a fait que des gens qui finançaient les partis politiques sont découragés, il n'y a plus de financement en tant que tel. Mais la société civile, comme je l'ai dit, il y a un problème de manque de ressources humaines, il y a un problème de manque de formation. Et il y a aussi le fait que des arrestations de certains membres de la société civile ont fait que ça, les gens ont peur. La fois dernière, on discute avec un chauffeur. Le gars, il est clair que ça ne va pas. Mais il attend que quelqu'un d'autre lutte pour lui, quoi. C'est ça le Togolais. Et la manière dont il faut amener l'opinion publique, il faut amener le citoyen togolais à prendre courage, à s'engager lui-même, on ne le fait pas. Imagine, quand on vient sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, on affirme que le Togolais a trop donné. Monsieur le journaliste, les gens viennent, ils disent, avec des le Togolais a trop donné. Avec cette affirmation, comment vous voulez trouver les partis politiques en nation? Comment vous voulez trouver la société civile? Or, la société civile, c'est quoi? C'est les citoyens. Les partis politiques, c'est les citoyens. Mais vous affirmez que les gens ont trop donné. Donc, si les gens ont trop donné, ils sont à la maison en train de dormir. Et ils ont trop donné. Qui va venir mener la lutte? Donc, il y a certains discours qu'on fait sortir qui, malheureusement, constituent un effet de démobilisation, d'ination pour la lutte. Il y a un temps, on a combattu certains concepts. Comme les gens viennent sur les médias, sur les radios, et affirment qu'Ayadema, les opposants amènent les gens à l'abattoir. Non, quelle incongruité. Les morts inutiles, arrêtés inutilement. Comment on peut affirmer ça? C'est-à-dire, vous êtes contre un système. Vous savez que des gens qui nous dirigent, ce sont des gens qui utilisent la violence systématique, la corruption. Et vous avez besoin de la résistance des gens pour pouvoir sortir de ce système-là, de cette oppression-là. Et vous venez pour donner du courage aux gens, à affirmer que les morts inutiles, les arrêtés inutilement, les Togolais ont trop donné. Il y a des concepts, pas ignorance ou bien pas désespoir, qu'on produit, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a, l'ambiance qu'on a aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose. Quand j'écoute, aujourd'hui, tout semble que, que les Togolais ne peuvent plus se lever, bien, mais c'est faux. Aujourd'hui, dans des lieux informels, la voix est plus libérée. Les gens savent que ça ne va pas. Ce qui se passe dans les maisons, c'est indescriptible. Ce qui se passe dans nos hôpitaux, on ne peut pas nous le décrire. Ce qui se passe dans nos villages, on ne peut pas le décrire. Ce que vivent les soldats dans leurs maisons, dans les camps militaires, ils ne peuvent pas nous le décrire. Donc, tout s'est fait rassembler et avec les raisonnements d'instinct bas. La fois j'ai écrit que le Togo est le royaume d'instinct bas.
et ce que nous, les raisonnements d'instinct bas que nous avons sur les médias tirés là, quand on constate tout cela, dire que le Togo est un pays de paix, moi je ris. Le Togo est assis sur un feu qui va exploser d'une manière ou d'une autre. Comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas, mais c'est très bientôt. La seule chose pour faire redynamiser cette lutte populaire, je pense que nous devons sortir du discours d'accusation de l'autre. Nous devons faire l'effort de ne plus être que des donneurs de leçons. Il faut, il a fait, il faut maintenant dire je, parce que ce que je fais. Oui. Si je vois que le monsieur ne fait pas bien, quand on voit le Burkina et le Mali, l'âge de ces jeunes-là, et quand on voit l'âge de nous les Togolais qui critiquent, des fois j'ai honte. Quoi. Je dis, on ne peut pas avoir plus de 25 ans au Togo et répéter encore le discours, il n'y a pas d'opposition au Togo. Et répéter encore ce discours, les opposants sont des traîtres. La fois dernière, je suis en train, j'ai suivi le Tchad avec Succès Masséra. J'ai suivi la répression que les Tchadiens ont eue. Et pourquoi je me suis intéressé au Tchad? C'est le discours de Succès Masséra. Quand tu écoutes son discours, ses analyses, tu te demandes, est-ce que le Tchad, il n'y a pas de parti politique au Tchad? Est-ce que seul le parti de Succès Masséra transformateur, c'est le seul parti politique au Tchad? Parce que dans les discours de Succès Masséra, tu n'entendras jamais opposition si, opposition traite, etc. Ce qui m'a encore étonné, c'est quoi? Quand la répression sanglante s'est abattue sur eux, la personne qui est venue sur les médias parler, c'est un opposant du père du boucher. 35 ans d'opposition à peu près, qu'on a nommé Premier ministre. Quand il est venu sur les médias, j'ai vu ce qu'il a dit. Mais à mon grand étonnement, Succès Masséra n'a pas amené les Tchadiens à avoir une fixation sur ce Premier ministre-là. En disant que c'est une opposition traite. Et j'ai dit, waouh, le gars connaît ce qu'on appelle la communication de victoire. C'est-à-dire, vous êtes en lutte, vous êtes en guerre. Et votre seul adversaire, c'est l'oppresseur. C'est l'oppresseur. Mais si vous êtes dans une révolution, dans une lutte de résistance, si des gens descendent en vous et vous prenez votre temps pour s'attaquer à cette personne qui s'est descendue du train de la révolution, vous allez faire du surpasse. Malheureusement, c'est ce que nous faisons au Togo. Il est temps qu'à un moment donné, nous commençons par construire un discours de victoire. Nous ne commençons pas à armer mentalement le peuple togolais, chaque citoyen, et à ce que dans son secteur socio-professionnel puisse déceler lui-même ses droits et puisse être en mesure de faire des revendications. Et hier, nous discutons avec un chauffeur. Et quand on discute avec lui, on s'est rendu compte que le chauffeur, le taximan togolais, est un esclave pour 3 mètres. C'est-à-dire le propriétaire de la voiture, les responsables des stations d'essence et les raquettes des soldats sur la route. Et combien lui-même gagne. Et on a fait, il a demandé, est-ce qu'il peut conduire ce taxi jusqu'à construire une maison à étage? Il dit que jamais au Togo. Si c'est dans un autre pays, il peut envisager construire une maison à étage en conduisant du taxi. C'est-à-dire quoi? Et quand on voit dans ce domaine-là, et quand tu dis pourquoi vous n'êtes pas dans certains syndicats, pourquoi vous ne continuez pas à cotiser, etc. C'est comme ça, quand on peut, on ne peut rien. Mais imagine aussi, on arrive à avoir des discours, à faire comprendre à ce chauffeur ses droits et ses devoirs, à lui montrer quels sont les éléments simples de revendication qu'il peut faire. Je pense que les chauffeurs du Togo vont commencer par revendiquer leurs droits. Simplement, on augmente les prix de l'essence. Les chauffeurs sont là, ils ont peur. Pourquoi ne pas réagir? Simplement, 1 heure de clançon
sur notre son. Une heure de classon à tue-tête de 8h ou bien de 9h à 10h. Oh, tout le monde va attendre leur voix. Ou un mouvement de go slow sur nos routes qui va arrêter un chauffeur parce qu'il roule 1 km à l'heure. Est-ce qu'il y a une loi qui est comme ça? Non. On a plein de choses. Mais ces choses vont arriver dans la mentalité des différents groupes socio-professionnels à travers la manière dont nous nourrissons l'opinion publique. Vous ne pouvez pas vouloir construire un pays en voulant empêcher les gens de s'exprimer ou bien de manifester. Je dis toujours quelque chose. Si Eyadema, les Togolais ont pu se révolter contre Eyadema dans les années 90, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui, à l'aide d'Internet, va vouloir empêcher les Togolais de s'exprimer, de manifester, quoi. Si en Égypte, les gens se sont élevés contre Moubarak, si les gens se sont élevés contre El-Béchi, ils ont arrivé à faire partie El-Béchi, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui, avec leur technique, avec leur loi, avec la justice, au pas, qui vont empêcher nous, les Togolais, de nous exprimer, non.